Well, it is what they demand. Well, I need a gun or a hand. Well, I wish that I could lend. The takeoff is sometimes hard. I dream of a bodyguard, a bodyguard. My friends all died in a place. Entre le 7e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ, Carthage fut la plus puissante métropole maritime de la Méditerranée. Elle surclassa la Grèce de l'âge classique et disputa la domination de la Méditerranée occidentale et centrale. Roi de Tyr, la fondation de Carthage vers 814 avant Jésus-Christ. Après l'assassinat de son époux, la princesse est obligée de s'enfuir pour atteindre les côtes d'Afrique où elle fonde Carthage, ville neuve en phénicien. Modeste bourgade à ses débuts, Carthage doit verser un dîme à Tyr et pendant un siècle et demi payer un tribut aux Libyens. Mais au cours de la seconde moitié du 7e siècle, la ville profite du déclin de Tyr, incapable de contenir la progression des Grecs en Méditerranée occidentale et va progressivement mettre fin à ses dépendances. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. Empire carthaginois. Dès le milieu du VIe siècle, Carthage est à la tête d'un vaste empire comprenant entre autres au Maroc Magador, aujourd'hui Essaouira, Cadix en Espagne, Malte, Ibiza, la Sardaigne et la Sicile occidentale. L'empire repose sur la maîtrise des mers et de la navigation en long cours. Il ne s'agit pas d'un empire uni, car chaque territoire a un statut différent. Certaines villes sont placées sous l'autorité d'un préfet et sont plus ou moins indépendantes. D'autres jouissent d'une grande autonomie, mais doivent acquitter un tribut, héberger des garnisons militaires et s'en remettre à Carthage en ce qui concerne la diplomatie. Une société très hiérarchisée. 200 000 à 400 000 habitants vivent à Carthage. Au sommet de l'échelle sociale trône une aristocratie de riches armateurs, négociants et propriétaires fonciers qui dominent la vie politique. Dans les rues de Carthage, sur les ports, grouille une foule de citoyens modestes, artisans, marins, dockers, ouvriers agricoles, mineurs, à laquelle se joignent de nombreux étrangers originaires pour la plupart des colonies grecques et étrusques et qui jouent un rôle important dans l'économie. Au bas de l'échelle sociale, on retrouve une importante main-d'œuvre servile, employée dans les champs, les carrières, les mines, les ateliers, ou vouée aux tâches domestiques. Bien que vivant dans des conditions misérables, les esclaves jouissent de la liberté de culte et ont la possibilité d'acheter leur liberté. Les Libyens, c'est-à-dire les Africains autochtones vivant en dehors de Carthage, connaissent les pires conditions. La religion occupe une place centrale dans la civilisation punique. Elle imprègne très largement la production artistique, l'architecture et les écrits. Elle est polythéiste et regroupe des divinités de différentes civilisations. Les plus importants sont Balamon, ardent sacrifice, le dieu mâle suprême, associé à les déesses Tanit ou Ashtart, divinité de la fécondité et de l'agriculture, Eshun, le dieu guérisseur, mais aussi à des forces maléfiques contre lesquelles l'homme mène un combat inégal. Les Carthaginois croient aussi à la divination.
Il semble qu'Hamilcar ait attaqué Syracuse parce qu'un devin lui avait prédit qu'il dînerait le soir même dans la ville. La vie se poursuit dans l'au-delà. Le mort, pour éviter qu'il devienne un esprit malfaisant, est l'objet de certains soins, lavé, épilé, maquillé, habillé et paré. Il est ensuite incinéré et enterré avec mobilier et provisions, dans une fosse pour les pauvres et dans un caveau pour les riches. Le sacrifice, humain ou animal, est l'acte essentiel du culte punique. Les sacrifices d'enfants étaient une pratique courante dans les sociétés antiques, où ils accompagnaient souvent l'accomplissement d'un vœu. La flotte. Les échanges et les expéditions maritimes permettent de créer de nouvelles routes commerciales. Dans ce but, l'État met sur pied une importante flotte marchande et militaire constituée de navires marchands de transport gaulois de 20 à 30 mètres de long sur 6 à 7 mètres de large, de bâtiments militaires de forme plus allongée et plus étroite. Pour abriter la flotte marchande et militaire, Carthage aménage un double port artificiel taillé dans le roc à l'intérieur des terres, à l'abri des vents et d'éventuelles attaques. L'avant-port au bassin rectangulaire est destiné aux navires marchands et l'arrière-port circulaire peut recevoir avec ses bâtiments administratifs, ses cales, ses magasins et près de 220 navires militaires. Les conceptions de l'économie sont très simples. L'État prélève des taxes sur les importations et les exportations, mais ne pratique pas de politique commerciale spécifique. La monnaie, dans les talons phéniciens, apparaîtra tardivement au IVe siècle. Les négociants carthaginois sont reconnus pour leur habileté et leur sens de l'affaire, mais jugés par leurs concurrents comme plutôt fourbes. Dans la première phase de son développement, Carthage importe des denrées alimentaires de ses colonies, mais surtout des métaux précieux de la péninsule ibérique, particulièrement l'argent. Ils sont destinés à l'artisanat et à la fabrication des monnaies. De la Berbérie, la cité carthaginoise obtient des produits agricoles et des animaux, autruches, éléphants de Numidie, singes, perroquets, fauves, qu'elle revend en Méditerranée, notamment pour les jeux d'amphithéâtre. Elle exporte des produits d'artisanat, tapis, parfums, étoffes de couleur, cuillères, tuyaux en terre, cuites, etc. et de pacotilles, dont des petits masques en pâte de verre. Pendant près de 8 siècles, Carthage va disputer la Méditerranée aux Grecs puis aux Romains, attirés eux aussi par les mines d'Espagne, les greniers de Sardaigne, de Sicile et les relais maritimes indispensables à la suprématie commerciale. Entre 750 et 600, les Grecs, tributaires d'un territoire exigu et pauvre, se lancent à la conquête de la Méditerranée. Mais ces projets sont incompatibles avec la politique marchande et l'expansionnisme de Carthage, qui, en 580, défend les Phéniciens de Motier, de Palerme et cherche à terrasser les Grecs. Un demi-siècle plus tard, Carthage s'allie aux Étrusques d'Italie et expulse de Corse les Phocéens de Marseille. En 510, elle empêche aux côtés des Libyens les Spartiates de fonder une colonie tripolitaine. Désormais, Carthage domine toute la Méditerranée occidentale et les grandes îles. Cependant, Gélon, tyran de Géla et de Syracuse, ville la plus prospère du monde hellénique, ne tarde pas à reprendre l'offensive. Battu en 480, Carthage réussit cependant à sauvegarder les territoires convoités, mais doit payer une lourde indemnité de 2000 talents. Carthage l'Africaine. Après leur victoire d'Hymère, les Grecs poursuivent leur progression en Méditerranée et remportent des victoires durant les guerres médiques. Dès lors, de l'arrière-plan africain prend de l'importance dans la politique et relance économique engagée par Carthage. L'intérêt que porte Carthage à l'Afrique occidentale dans la seconde moitié du Ve siècle est attesté par le développement de Sabrata et de l'Eptimagna, débouchés de pistes transsahariennes. Le redressement de Carthage est tel que, à la fin du siècle, elle reprend les hostilités profitant des dissensions grecques. Jamais l'empire punique n'a été aussi étendu. Cependant, en 310, Agathocle, tyran des Syracuses, réussit à débarquer au sud de Cambonne, dans le nord-est de la Tunisie actuelle, avec 14 000 hommes et durant 3 années. Dévaste un grand nombre de cités puniques avant de regagner Syracuse.